On se retrouve pour parler de la DeFi ici. On va parler pendant à peu près 1 heure. L'idée, c'est que ce soit une discussion, que ce soit un débat, qu'on donne chacun notre point de vue, qu'on fasse un peu l'état de tout ce qui se passe dans la finance décentralisée en ce moment. Bonjour à tous. Et pour commencer, est-ce que juste tous les speakers, vous pouvez vous présenter et on plongera dans le vif du sujet direct après. Bonjour à tous, Cyril Pastour, je suis le cofondateur de Swap. Swap, on est un market maker spécialisé sur tout ce qui est blockchain. Donc concrètement, on apporte la liquidité qui permet à tout le monde de trader sur la blockchain. Bonjour à tous, Benjamin Moget, market maker aussi, mais du coup sur la partie finance centralisée, plutôt sur les SEX par rapport au DEX. Et de plus en plus, donc moi je fais ça que sur Bitcoin, comme en ce moment il y a un petit peu moins d'activité sur Bitcoin, le marché est un peu plus resserré, on fait de plus en plus de DeFi qui va ressembler un petit peu à ce que tu fais, du coup sur la finance décentralisée. Bonjour à tous, donc Louis Laszlo, je suis CTO chez Meria. Donc Meria, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une institution financière, on propose la capacité à investir en crypto-monnaie à monsieur, madame, tout le monde ou à l'entreprise. Et on est aussi opérateur de stacking sur un métier un peu plus technique. Bonjour à tous, moi c'est Jus et je suis le cofondateur de la communauty crypto LFDM où on parle principalement de DeFi et aussi de NFT. Et moi, je m'appelle Artem, je suis CEO cofondateur de la plateforme d'intelligence crypto Oak Research. Commençons par le sujet qu'on a abordé juste avant cette table ronde. C'est la DeFi et sa présence sur les différents blockchains. On sait aujourd'hui qu'il y a des centaines de blockchains qui existent. Aujourd'hui, on voit qu'en termes de TVL, c'est Ethereum qui domine la plupart des autres blockchains. Et aussi, de mon point de vue, que j'ai exprimé juste avant, c'est qu'aujourd'hui, c'est uniquement sur Ethereum qu'on voit de l'innovation dans la DeFi, qu'on voit d'autres use cases pour la DeFi. On peut parler par exemple de restaking, on peut parler de liquid staking, des swaps, ce genre de choses, les hooks qui arrivent sur la V4 d'Uniswap. J'ai l'impression que la plupart des innovations viennent de la blockchain d'Ether et que la plupart des autres blockchains se limitent à des cas d'usage assez banal, on va dire, comme les swaps ou comme des DEX ou autres. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez que ça va rester comme ça ou est-ce qu'on va avoir une émergence de la DeFi sur les autres blockchains? Alors je dirais que je suis assez d'accord que les innovations vont sur Ether parce que c'est là où il y a l'argent et là où on a un peu plus de chance, on va dire, d'en faire de manière pérenne. Mais on a quand même des protocoles, notamment Solana, mais Base aussi, qui vont reprendre ce qui marche sur Ether et qui va le rendre plus sexy et qui va aller chercher une traction encore plus puissante. On le voit aujourd'hui, c'est surtout sur Solana que ça se passe. Alors d'un point de vue DEX, beaucoup moins sur tout ce qui va être lending borrowing, même si ça se développe de plus en plus, parce que justement, ils arrivent à rendre ça beaucoup plus simple, beaucoup plus sexy et surtout accessible. C'est très très facile d'ouvrir des wallets, c'est pas alambiqué, les opérations sont faciles à réaliser, les produits sont très simples, il n'y a pas des trucs à apprendre partout et les collatéraux aussi sont encore plus simples, c'est moins construit que ce qu'on a sur Ethereum aujourd'hui. Du coup, ça séduit ce public qui cherche la facilité. On l'a bien vu cette année, c'est surtout les shitcoins qui ont drivé l'activité parce qu'en fait, c'est simple. Et dès que ça devient compliqué, on a un peu plus de mal à réfléchir. Et même au niveau institutionnel, il ne faut pas imaginer que les professionnels aiment beaucoup réfléchir. Quand c'est simple, on y va. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que Solana draine énormément d'utilisateurs actuellement. Déjà parce que Solana offre des frais extrêmement bas. Donc ça nous permet de faire un volume colossal. C'est vrai que toutes les innovations ne sont pas forcément sur Solana, mais tout ce que vous retrouvez sur ETH, vous le retrouvez maintenant sur Solana. Vous avez pas mal de DEX, vous pouvez faire aujourd'hui du lending borrowing comme sur Ethereum. Donc, en fait, petit à petit, on va retrouver les mêmes choses sur toutes les blockchains. Tout va facilement se copier. Et je pense que le grand leader, ce sera à terme Solana pour sa facilité d'accueil des utilisateurs. J'ai un point de vue un peu différent sur la partie grand leader. Après, de toute façon, je pense que les écosystèmes, on a tous eu un parti pris dans les différents écosystèmes. Comme le disait Artem en introduction, Ethereum a posé pas mal de standards. Il y a une communauté de builders qui est historique de par la technicité de l'écosystème, de par
son existence sur le marché. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'innovation de la DeFi qui va venir aussi par les L2 d'Ethereum, surtout qu'Ethereum essaye d'évoluer dans ce système-là, de proposer une blockchain d'infrastructure qui permet d'avoir des L2 spécialisés pour différents écosystèmes. Et je pense que beaucoup d'innovations de la DeFi qu'on va avoir dans les prochaines années vont venir des L2, de L2 spécialisés sur un certain nombre d'usages et des cas d'usage. Et on voit Uniswap, le premier, avec son Unichain qui arrive, qui va essayer d'avoir une approche différente. Et pour compléter ma réponse, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup d'innovations. Comme on dit, beaucoup d'écosystèmes proposent des approches intéressantes ou des applications intéressantes. Et on voit de plus en plus d'événements de protocoles qui essayent de réconcilier DeFi cross-chain, donc cross-L1, L2. Il y a quelques projets et on voit des projets qui essayent d'aller chercher carrément la liquidité cross-plateforme. S'il y a un protocole qui est en train de se construire, qui est plutôt pour l'instant discret, qui est sous le protocole, mais il y en a d'autres qui essayent d'aller dans ce sens-là, qui a vocation à vouloir vous proposer demain de proposer en lending des assets sur une chain et d'aller emprunter sur une autre pour pouvoir proposer des cas d'usage sur différents blockchains et d'optimiser votre génération de yield cross-chain sans vous poser de questions. Donc je pense que voilà, les cas d'usage dans la DeFi ont été énormément poussés et construits sur Ethereum et dans l'écosystème EVM ces dernières années. Et maintenant, on retrouve des cas d'usage spécifiques ou des cas d'usage qui sont plutôt généralisés. On parlait des swappers sur les différentes chains. Et il y a une volonté des builders et des différents écosystèmes d'avoir des passerelles et de pouvoir proposer de passer la liquidité d'un à l'autre. Donc voilà, donc beaucoup d'innovations historiquement dans le monde EVM, mais ça peut tendre et je pense qu'on va avoir l'occasion de développer dans les quelques prochaines minutes. Et ouais, pour continuer sur ce que tu disais, le côté innovation sur des nouvelles chaînes, ça va jusqu'à des protocoles qui construisent leur propre chaîne dédiée à leur cas d'usage. On appelle ça des app chains. C'est des blockchains qui sont vraiment optimisés pour le cas d'usage spécifique d'un protocole. Et tu as cité Unichain qui n'est pas encore live. Le meilleur exemple de ça, c'est un autre produit qui a explosé en 2024 qui s'appelle Hyperliquid et qui a un échange qui permet d'échanger des perpetuals. Donc en gros de prendre du levier sur des positions à la fois en long et en short sur des tokens. Et Hyperliquid est en train de faire sa propre chaîne aussi. Un autre élément, je pense, à avoir en tête, c'est que sur Ethereum, c'est là où s'est lancée vraiment la DeFi, où a été créée la DeFi. Le problème qu'on a toujours eu sur Ethereum, ce sont les gas fees qui limitent en fait les capacités de calcul qu'on peut faire sur Ethereum. Et ces limites techniques font que des produits plus sophistiqués, comme justement des perpetuals, des options, etc., ont tendance à se bâtir sur des layer 2 ou sur des chaînes qui ont des fees moins importantes, comme Solana. Et donc typiquement, il n'y a pas de vrai perpetual exchange sur Ethereum, alors qu'il y en a sur Solana, il y en a sur Hyperliquid, sur Base, sur Arbitrum. Le cas de Hyperliquid, je pense qu'il est très intéressant et je pense que beaucoup de gens s'y sont intéressés après le airdrop qui a été massif et surtout la performance du token que le token Hype a eu par la suite. Je trouve ça assez intéressant parce que de base, donc, Hyperliquid a commencé en tant qu'un protocole qui permettait de faire du long ou du short et qui permettait de faire ça. Donc ils se sont dit qu'ils allaient lancer leur propre blockchain, ce qui est assez intéressant, mais ce qui fait que aujourd'hui il y a d'autres protocoles qui sont en train de se construire sur Hyperliquid, ce qui fait que ça ne devient pas juste un protocole, mais ça devient une véritable infrastructure. Et au final, est-ce que ça enlève un peu l'idée de base que Hyperliquid avait, qui était juste être un protocole décentralisé pour faire du long, du short? Et pour donner un autre exemple, je vais prendre DYDX, qui permettent plus ou moins la même chose, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a des choses qui sont construites sur la DYDX chain. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer que d'un côté, on a une blockchain qui propose dans un premier temps les contrats, le trading, etc., qui décide de lancer sa propre blockchain, et de l'autre côté, un protocole qui fait la même chose et où il n'y a pas pour autant de builders qui vont sur cette blockchain-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce que... Voilà. Peut-être pour prendre une analogie, aujourd'hui on ne sait pas encore si... ça va être un peu, je pense, quelque chose qui va être intéressant à observer dans les prochaines années, mais si la blockchain c'est un peu l'équivalent d'avoir son site internet sur plus le Web 2, quoi. C'est-à-dire que il est possible que finalement, dans le futur, tout le monde, chaque application qui utilise la blockchain spawn une blockchain spécifique pour ses propres cas d'usage. Et du coup, après, il y a des gens qui peuvent,
le site il peut être ouvert entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple sur Facebook, vous pouvez, je sais pas, développer des jeux Facebook ou des choses comme ça. Donc il peut y avoir des développeurs qui vont en plus interagir sur un site et qui vont bâtir des choses sur ce site. On pourrait peut-être avoir la même chose sur la blockchain où il y a des sites qui sont juste spécifiques et d'autres où ça crée un écosystème, quoi. C'est un peu la vision qu'avait Cosmos à l'époque aussi, où chaque blockchain a sa propre utilité. Mais au final, on voit qu'aujourd'hui, l'écosystème Cosmos a été un tout petit peu délaissé parce que justement, on avait une blockchain, un nouveau token, un nouveau projet. Et ce qui m'amène au point suivant, c'est la fragmentation de liquidité. Aujourd'hui, avec de plus en plus de blockchains, avec de plus en plus de tokens, et avec l'argent qui rentre dans l'écosystème crypto, on se retrouve à comparer les blockchains en fonction de leur TVL, donc Total Value Locked, donc le nombre de fonds qui sont déposés sur la blockchain, et les protocoles de la finance décentralisée également. Sauf qu'en fait, on a toujours plus de protocoles, toujours plus de blockchains, et au final, la liquidité est repartie entre toutes ces blockchains-là, et je suis d'accord que sur le long terme, on devrait avoir des solutions qui permettent d'unifier un peu cette liquidité, mais aujourd'hui, c'est un problème. Quelle solution est-ce que vous voyez à cette fragmentation, et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut éviter la situation actuelle? Je pense que c'est une des réponses à ça, c'est le restaking. L'idée, c'est que le restaking essaie de répondre à la problématique de justement celle qu'on vient de soulever. Je suis une app, j'ai besoin de builder, j'ai besoin de la sécurité, je veux utiliser la sécurité d'une blockchain pour sécuriser mes échanges, pour pouvoir fournir des sources fiables, vérifiées, transparentes, etc. Aujourd'hui, je suis obligé de faire un énième L1, devoir aller séduire une communauté de validateurs, aller travailler une économie, travailler une tokenomique, tenir le cours de mon token. Pendant que je fais ça, je ne builde pas mon projet. Et derrière, si j'ai de la chance, j'ai un afflux liquidité. On prend Hyperliquid versus un DYDX qui a un afflux liquidité massif qui crée tout un écosystème et qui permet à tirer un écosystème de builder sur cette chaîne-là. Et surtout, il y a une incentive de l'écosystème pour attirer les builders sur cet écosystème-là pour essayer de garder cette liquidité-là une fois que l'hype passe. Et pour ceux qui sont dans l'écosystème depuis longtemps, je pense qu'on en a vu un certain nombre passer des L1 et encore, toujours plus rapides les unes que les autres. On a les L2 qui arrivent, qui essayent d'avoir une approche un peu différenciante en disant on va builder au-dessus et on va encapsuler en dessous, comme ça. Pour moi, c'est une réponse un peu galvaudée et qui reste dans la lignée de ce qu'ont fait les L1 chaque année ou chaque projet. Le restaking arrive avec une approche différenciante, c'est dire vous occupez pas de la partie infrastructure qui est en dessous, on va gérer cette partie-là avec le protocole de restaking, on va gérer la communauté d'opérateurs qui va sécuriser vos échanges, et vous, builders, construisez votre app, construisez votre oracle, construisez ça au-dessus et utilisez la sécurité sous-jacente. Et je pense que le restaking peut être une très bonne solution à justement éviter que la liquidité soit éclatée entre les différents protocoles, qu'on utilise la liquidité qui est sur Ethereum, qu'on utilise la liquidité qui est sur Solana, potentiellement sur Bitcoin, mais je ne veux pas froisser les Bitcoins maximalistes dans l'audience, pour permettre la sécurité d'applications ou de différents protocoles qui auraient besoin de construire sans avoir nécessairement besoin de créer une L1 ou une L2 par-dessus. Et moi, je trouve que justement, c'est assez intéressant parce que là, on parle de différentes blockchains, de différents protocoles, etc. Au final, c'est la solution que Solana a réussi à résoudre, dans le sens où tout se passe sur une seule blockchain. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, tout se passe au même endroit. Oui, tout à fait. Solana a l'avantage d'avoir un L1 assez performant qui permet de tout faire au même endroit. Et ce que je dis souvent sur les L2, c'est que, selon moi, après, c'est pas forcément partagé, mais le problème, c'est qu'actuellement, les L2 drainent énormément de liquidité d'Ethereum vers... Enfin, je parle pour les L2 Ethereum, EVM, pardon. Ils drainent énormément de liquidité et tous les fees aujourd'hui se font majoritairement... La majorité des fees se font sur les L2. Et à terme, j'ai l'impression que ça dessert quand même beaucoup plus Ethereum que ça ne le sert au final. Et au lieu d'améliorer, de faire un L1 performant, le plus simple aurait été au lieu d'avoir un L1 performant, ils ont choisi d'avoir un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire les L2, qui n'est selon moi pas une véritable solution sur le long terme. Justement, ça sera quelque chose qui sera amené à changer au fur et à mesure, où les L2 vont reverser de plus en plus de frais au layer 1, et ce qui fera en sorte que les stakers d'Ethereum et que Ethereum en tant que blockchain va s'y retrouver. C'est quelque chose qui est dans la roadmap dans tous les cas, mais aujourd'hui, Ethereum a fait le pari de la sécurité, et ils sont très transparents là-dessus. Ils disent non, on fait le pari de la sécurité et de la décentralisation. La scalabilité, on la laisse au L2.
Nous, on continue à améliorer le layer 1 et on continue à soutenir le layer 2, ce qui crée un véritable écosystème de builders. Et ce qui fait qu'au final, on voit aussi énormément de builders de layer 2 qui vont contribuer au développement du layer 1. Je pense qu'une des solutions qu'on va voir de plus en plus, ça va être la fusion en fait de plusieurs acteurs pour devenir plus gros. Parce qu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, alors prenez pas le top crypto, ça marchera pas. Mais en gros, entre le top 20 et le top 40 crypto, on va être sur des valos qui vont ressembler à peu près à Accor Hotel, qui a 5000 hôtels dans le monde entier. Et quand on regarde en termes de revenus, le nombre de chaînes qui ont du mal à générer plus de 10 000 euros de revenus, je ne me suis pas trompé, hein. Des choses qui sont valorisées des milliards, qui valorisent quelques milliers d'euros de revenus par mois, bah, ça ne peut pas fonctionner. Et forcément, pour être plus puissant, parce que derrière, ils sont tenus par des VC et ils ont des valos qui sont complètement délirantes, qui ne marcheraient même pas dans la tech classique, hein. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des très forts rendements dans crypto. C'est parce qu'il y a énormément de projets qui, malheureusement, ont du mal à générer des revenus. Et dès qu'on a des revenus, bah, tu l'as dit avec Hyperliquid, il y a des revenus, ils sont déversés, bah, le token, il explose. Très peu de monde arrive à faire des revenus. Il va falloir passer par de la fusion. Et ça va arriver de plus en plus, ça va prendre son temps. On l'a vu sur quelques protocoles l'année dernière. Mais Les protocoles d'intelligence artificielle notamment qui ont fusionné pour former la ASI, je crois. Artificial Super Intelligence, quelque chose comme ça. C'était plusieurs C'est ça, projets. Fetch, tout le monde a fusionné vers Fetch, Ouais. et Fetch a été rebrandé à ASI. Ouais. Et du coup, je pense que ces initiatives vont arriver de plus en plus parce qu'on n'aura pas le choix au bout d'un moment. On ne peut pas continuer à faire vivre un écosystème avec un top 20, top 40 crypto qui génère 10 000 balles par mois. Enfin, c'est pas possible. Et ça, tout est public on-chain, hein. Vous pouvez le regarder, DeFi Lama. Et 100%. c'est pire que ça, c'est surtout que les fondations dumpent leurs tokens sur les holders. Donc à terme, c'est pas un système vertueux puisque la fondation elle-même dump sur les holders, donc le prix descend. Et plus le prix descend, moins il y a de revenus générés, moins il y a de stakers qui s'impliquent et la communauté part progressivement puisque le token plonge. Et plus la sécurité est impactée, il y a tout un tas de choses qui suivent ça. Mais je trouve que c'est intéressant de parler du revenu parce que l'une des narratives de 2025, c'est les protocoles qui vont activer le fee switch. Pour ceux qui ne connaissent pas, le fee switch, ça permet au protocole de redistribuer une part de revenus au holder du token du protocole. On en a parlé dans notre dossier de fin d'année. Pour nous, c'est l'un des gros sujets de 2025. Notamment, ça permettra aux protocoles qui sont rentables, qui génèrent réellement des revenus, qui sont performants, de se distinguer des autres, de donner de l'utilité à leur token et de créer de la demande pour le token, ce qui fait que bah forcément le token va s'apprécier. À côté de ça, si vous possédez ce token aujourd'hui, que vous espérez uniquement la hausse de prix, bah vous allez percevoir une sorte de dividende grâce aux performances du protocole parce que vous y croyez. Est-ce que vous pensez du coup que de plus en plus de protocoles vont l'activer en 2025 ? Moi personnellement, j'en suis persuadé. Et ensuite, quel impact vous pensez ça aura sur l'écosystème de la finance décentralisée au sens plus large ? Alors moi je pense que quasiment tous les protocoles qui font de la DeFi ou en tout cas qui offrent de la capacité à gérer de la liquidité vont être obligés de l'activer parce que s'ils ne l'activent pas, la liquidité partira là où il y en a qui l'ont activé. Et ça apporte une approche vraiment intéressante puisque depuis plusieurs années, un certain nombre de protocoles DeFi ont lancé leur token. Et jusque-là, en dehors de l'aspect spéculatif, il y avait un aspect de gouvernance qui intéressait une partie des utilisateurs, mais pas des masses. Ouais. Le protocole, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le protocole passait énormément de temps à défendre son prix, son modèle économique sur le marché, plutôt que de build. Et à un moment, ça ne marche pas. Quand il devait se financer, comme on disait tout à l'heure, comme sur les L1, il devait dumper le token sur les communautés. Donc ça ne peut pas fonctionner, sur la longue durée. Donc le revenu switch vient répondre à une problématique qui est de distribuer potentiellement un peu moins aux apporteurs de liquidité et de distribuer une partie de ces revenus aux gens qui détiennent le token de gouvernance pour leur permettre de justifier le prix, un peu comme les dividendes sur un marché traditionnel. Vous possédez un droit de vote sur le protocole et vous possédez aussi une partie des revenus, ou en tout cas le protocole décide de vous verser une partie des revenus, ce qui va permettre aux applications de se concentrer sur tenir et construire leur projet avec un modèle économique plus vertueux où tout le monde récupère une partie de ses billes. Donc je pense que dans les prochains mois, les protocoles de DeFi qui ne l'ont pas encore fait vont le faire, et parce que c'est un système qui est beaucoup plus vertueux, qui permet potentiellement des rendements peut-être un peu plus faibles pour ceux qui apportent de la liquidité, mais sur le long terme, qui va permettre à ces protocoles de continuer à exister et d'avoir des modèles un peu plus sains. Alors,
sur ce sujet, moi j'avoue que je suis pas forcément d'accord avec vous. En gros, en tout cas sur l'utilité de faire ça pour les protocoles de DeFi. Juste pour bien préciser, ici ce dont on parle, c'est le fait pour des gens qui détiennent un token d'un protocole DeFi de percevoir des revenus un peu comme ils percevraient des revenus d'une action. Donc je ne sais pas si vous êtes actionnaire de Total, d'avoir des dividendes de Total, quoi. La même chose pour AV. On ne parle pas de revenus qui sont distribués aux utilisateurs du protocole, qui eux mettent leur argent dans un produit financier et qui du coup récupèrent des frais. Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est pas forcément pertinent, même si à mon avis ça va être tenté cette année, je suis d'accord avec vous. En fait, ce dont il faut se rappeler, c'est que la DeFi, c'est une industrie qui est hyper jeune, dont l'objectif est de devenir la nouvelle infrastructure du système financier. Et du coup, elle a un potentiel de croissance qui est énorme. Et les enjeux dans les prochaines années, c'est la croissance, c'est le développement. Et du coup, en théorie financière, je veux dire peut-être plus traditionnelle, on distribue les dividendes quand on est une boîte mature qui estime en fait qu'elle ne va pas pouvoir retourner beaucoup de croissance à ses investisseurs. Et normalement, en gros, quand vous êtes une boîte qui a des ambitions de croissance, vous avez intérêt à garder l'argent que vous générez pour pouvoir le réinvestir dans la croissance du business. Et typiquement, aujourd'hui, des boîtes comme Apple, les grosses GAFAM, ne versent pas de dividendes, il me semble. Ou alors dans des proportions vraiment très limitées, quoi. C'est exceptionnel, ouais. Donc du coup, je vois pas pourquoi des protocoles DeFi qui sont hyper jeunes devraient faire ça. Et après, l'autre élément, c'est que par ailleurs, à part peut-être pour des questions narratives, pour injecter un peu d'opium sur les marchés, quoi. Et par ailleurs, ça pose quand même des grosses questions d'un point de vue régulatoire, parce que du coup, en gros, les tokens jouent pas mal sur une incertitude juridique, où en gros, c'est pas des titres financiers. Et c'est ce qui fait qu'ils peuvent être traités beaucoup plus librement qu'on traite des actions aujourd'hui. Quand on commence à attacher des revenus de type dividende, ça complique quand même pas mal les choses. Donc moi, je suis pas sûr que ce soit un truc très pérenne et à terme, quoi. Après, il faut voir que le fee switch, c'est aussi une partie des revenus qui revient dans la trésorerie du protocole, là où avant c'était... Ça, complètement d'accord avec toi. Voilà. Effectivement, que les protocoles fassent de l'argent, complètement. Après, que ce soit redistribué aux holders, pour moi, c'est un autre truc. Et là, je suis peut-être moins d'accord, quoi. Je pense qu'on va avoir deux narratifs qui vont bien se mixer. C'est qu'il faut faire très attention, tu parlais de la régulation, entre les protocoles qui sont hébergés aux États-Unis et ceux qui sont hébergés en Europe. Parce qu'en Europe, le fee switch, ça va être interdit, c'est sûr à 100%. En tout cas, on n'aura pas le droit de donner dans la même crypto. Donc ça veut dire qu'on va devoir donner dans une token de gouvernance qui est pas loin du comportement d'un shitcoin, puisque les tokens de gouvernance, globalement, tout le monde s'en tape. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Maker, qui est l'un des tokens des gouvernances les plus valorisés, il y a 20% des tokens votants, et sur ces 20% des tokens, il y en a 12 qui sont délégués. En gros, il n'y a que 8% des tokens qui votent. Et en termes de wallet, ça représente vraiment rien. Donc tout le monde s'en fout des droits de vote, et on sera obligé de donner ça. Là où, au contraire, aux États-Unis, on pourra vous payer, entre guillemets, avec des USDC, avec des tokens qui ont de la valeur. Et là, il y a beaucoup plus d'intérêt. Et ça va aussi avec cette narrative qu'on voit de plus en plus sur les échanges, où les tokens hébergés aux États-Unis sont mis en avant depuis l'élection de Trump. Alors pour Maker, pour justement revenir sur ça, déjà la gouvernance elle est ultra centralisée puisque c'est le fondateur qui détient la plupart des jetons. On avait fait une investigation complète et en gros les 5 wallets votants aujourd'hui sur la gouvernance de Maker qui détiennent la somme nécessaire pour qu'une proposition de gouvernance passe appartiennent tous à Rune, qui est le fondateur, et donc c'est lui qui choisit à qui il les délègue, et lorsqu'il n'aime pas le vote de gouvernance d'une certaine personne, il les redélègue. Voilà, c'est juste une parenthèse sur ça. Mais je trouve que dans ce cas-là, on se heurte à un autre problème dans la DeFi, c'est que le token ne sert à rien. C'est que le token, il existe, et la réalité, je pense, c'est qu'aujourd'hui, dans la crypto, c'est une industrie où on a une attention d'un poisson rouge, vraiment pendant 10 secondes, et ensuite, ah attends, il y a un nouveau truc qui brille là-bas, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Ah attends, là-bas, ça brille encore plus. Et en fait, on passe d'un truc à l'autre, et je pense que le fee switch, encore une fois, ça recentre l'attention sur les protocoles qui génèrent de l'argent, dans un premier temps, et on revient pour une fois aux fondamentaux, et ça veut dire que les gens vont s'intéresser aux protocoles qui sont réellement rentables, qui ont trouvé leur product market fit, qui réussissent à générer de l'argent, et en plus de ça,
redistribuent une partie de cet argent-là à la communauté à travers leur token, qui est aussi un token de gouvernance. Donc là, on parle vraiment d'un actif comme une action qui permet de faire ça. Ensuite, pour revenir sur ce que tu disais, Benjamin, ils ne sont pas obligés de le distribuer sous forme de leur propre token de gouvernance. Ça peut être intéressant puisque s'ils convertissent les frais qu'ils génèrent dans leur token, ça fait de la pression acheteuse, mais ils peuvent également reverser ces intérêts sous forme d'un panier de crypto-monnaies différentes. J'en suis sûr qu'avec Mika, ce sera interdit. Ça. D'accord, bon, bah, super. Non, et voilà. Et moi, je pense que personnellement, je suis très intéressé par ça parce que je pense que pour une fois, les gens vont aller s'intéresser aux protocoles qui ont les fondamentaux solides, qui sont là présents depuis des années et qui n'ont pas besoin de vendre leur token pour fonctionner. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart des protocoles peuvent exister uniquement parce qu'ils ont des réserves énormes de leur token. Avant de passer aux questions, j'aimerais aborder le sujet de l'adoption. On en parle, je pense, depuis des dizaines d'années de cette adoption crypto et qu'elle arrivera un jour, etc. Et cette semaine, j'ai vu un tweet d'un compte Twitter qui s'appelle Guartigwart, qui est très pertinent, qui a un podcast, et qui a dit qu'on a fait tout ce cirque pendant 15 ans pour au final se mettre d'accord que l'adoption va venir des stablecoins. Le stablecoin ou le token qui vaut $1 ou 0,99999 $, 99% du temps. Est-ce que vous pensez que l'adoption de la DeFi, de la crypto et de tout le reste, ça passera par les stablecoins? Et quel rôle est-ce qu'ils vont jouer dans cette adoption? Alors oui, quand même, les stablecoins, c'est la base de la DeFi, on ne va pas se mentir. C'est là où on peut facilement se hedge. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut se hedge autrement qu'avec des stablecoins. Donc, ça a l'avantage d'être presque international, c'est-à-dire qu'on peut facilement les utiliser partout, comme le dollar. D'ailleurs, tous les stablecoins, les plus gros stablecoins sont en dollars, l'USDT et l'USDC. Je pense que si on retire les stablecoins, il n'y a plus de DeFi. On ne peut plus rien faire en DeFi correctement. En tout cas, on ne peut plus travailler sérieusement. On est obligé de ressortir en euros et c'est très compliqué. En plus, en France, il y a des questions sur la plus-value. Donc, le stablecoin, c'est vraiment magique pour nous. Alors, moi j'ai une vision un peu différente. Pour moi, le stablecoin dans la DeFi, c'est ce qui va permettre de faire du levier. C'est essentiellement le rôle du stablecoin dans la DeFi, c'est d'être capable de pouvoir réinjecter de la liquidité, de pouvoir faire des boucles, de pouvoir aller chercher du levier. Et je ne suis pas totalement d'accord sur l'approche du stablecoin, parce que si on se dit que l'adoption viendra du stablecoin, au final on se dit juste que la crypto est juste un terrain de jeu, un bac à sable un peu plus fun que la finance traditionnelle, mais on est juste en train de recréer la même chose en un peu plus fun, un peu plus international, mais finalement non, parce qu'il y a la régulation. Donc, je ne suis pas trop d'accord sur cette approche-là. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses sur les usages à trouver, à prouver et à démontrer. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, on est une industrie d'innovation. Pour ceux qui sont là dans l'industrie depuis un certain nombre d'années, ça a beaucoup changé. Donc, alors, on est encore une industrie d'innovation. On a beaucoup de choses qui se construisent, on a beaucoup de choses qui se déconstruisent et qui disparaissent au quotidien. Et résumer l'adoption au stablecoin, moi je trouve ça un peu triste. Quand même, tu regardes dans le top market cap, la majorité, enfin pas la majorité, mais tu as énormément de... Enfin, tu as l'USDT qui est dans le top 10, tu as l'USDC, c'est vraiment une part importante quand même de la crypto aujourd'hui. On essaye de se détacher du dollar, mais au final, on est dans le dollar. Et au final, ce que tu dis, même si tu dis on ne ressemble pas à ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ressemble de plus en plus à de la finance traditionnelle en plus fun en fait. Je ne sais pas si c'est ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est vers là où on va. Ce que je dis, c'est triste. Alors, moi, je pense que c'est pas triste. Et au contraire, je pense que c'est la principale valeur qu'apporte la DeFi. En fait, moi, la façon dont je conçois le système financier, c'est que c'est dans une société capitaliste, le système financier, c'est ce que le cerveau est à l'être humain. C'est-à-dire, c'est la mécanique qui va permettre d'allouer et de prioriser les ressources et les choses à faire. Et de la même manière que on a tous envie d'être plus intelligents, on devrait, dans une société capitaliste, avoir envie d'améliorer notre système financier, et c'est source d'énormément de gains. Et d'être plus riche, du coup. Et d'être plus riche, mais du coup, ça veut dire produire plus, allouer des ressources à des choses qui créent de la valeur pour les gens, et donc créer plus de valeur, plus de prospérité pour tout le monde. Et du coup, avoir un système financier qui est extrêmement efficace, c'est clé. Et en fait, le problème, c'est que notre système financier aujourd'hui traditionnel, il n'est pas du tout efficace.
Et ça, on s'en rend pas compte, mais il a plein de problèmes. Il a des problèmes notamment liés à la confiance et au fait qu'on a besoin de plein d'intermédiaires dans les transactions internationales par exemple, même le settlement des trades. Et du coup, ce que la DeFi permet de faire, c'est d'améliorer ça. Et donc, je pense que le gros de l'adoption sera des produits un peu chiants, comme tu disais. Après, ça ne veut pas dire que plus tard, on n'aura pas des produits plus sympas aussi, quoi. C'est-à-dire que le fait de passer à un nouveau stade, ça ouvre des choses dont on n'a même pas idée, en fait, je pense. Et moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. C'est déjà, il faut qu'on arrive à un niveau où on est capable de faire mieux que l'existant, et puis et de remplacer les produits un peu pénibles. Mais bon, après, les stablecoins, je trouve qu'il y a aussi plein de use cases qui sont géniaux. Dans les pays où il y a une énorme inflation, le fait de pouvoir épargner, par exemple, c'est un truc qui est vraiment génial. Et puis je pense qu'après, on aura des applications un peu plus poussées et un peu plus marrantes, comme tu voudrais, quoi. Non, mais ça, je suis assez d'accord. Pour pouvoir innover, il faut de la liquidité. Et donc, pour pouvoir avoir la liquidité, à un moment, il faut l'attirer, cette liquidité. Donc oui, si on ne s'arrête pas là et qu'on ne se repose pas là-dessus, oui. Mais sinon, c'est triste. Mais pour vous donner un cas très très simple, ce que j'ai lancé du coup en market making sur Bitcoin, c'était le 9 mars. Et là, j'ai travaillé un nouveau produit en DeFi au dernier quarter que j'ai lancé il y a une semaine. Et ben en une semaine, donc c'est un produit basé sur stablecoin. Hein, et mon autre, c'est sur Bitcoin, donc pas non plus des trucs très exotiques. En une semaine, j'ai réussi à lever autant en stablecoin que ce que j'ai levé depuis le 9 mars en Bitcoin. Les gens arrivent, en tout cas, peut-être que je suis meilleur vendeur, mais j'arrive beaucoup mieux à expliquer et à démocratiser la crypto par du stablecoin en disant que un peu d'une certaine façon, c'est du bon du trésor américain tokenisé parce que c'est le sous-jacent qu'il y a derrière, que Bitcoin. Les gens, en tout cas, ça marche, et d'un point de vue finance institutionnelle. C'est dingue. J'ai jamais vu autant d'adoption. Alors, il y a Trump aussi qui nous aide, mais ces deux facteurs font que, là, depuis un mois, une semaine, c'est de la folie. J'ai envie de parler un peu du futur de la DeFi parce qu'on avait toujours envie que les nouveaux utilisateurs arrivent dans la DeFi, commencent à utiliser nos produits, etc. Au final, ils s'amusent à lancer des tokens sur PumpFun et nous dumpent dessus. Mais quel est, vous pensez, le rôle de la DeFi sur le long terme parce qu'aujourd'hui, on a la finance traditionnelle. Comme tu dis, c'est un système qui doit être amélioré. La DeFi, c'est un peu la finance traditionnelle qui est améliorée. Et en parlant avec quelques personnes qui travaillaient dans la finance depuis des années, ils disent que nous sommes en train de refaire les mêmes erreurs que eux ils ont fait à leur début. Et donc, ma question, c'est comment est-ce que vous voyez l'avenir de la DeFi? Comment est-ce que vous pensez qu'elle sera intégrée dans notre vie? Et est-ce que vous pensez que ce sera réellement quelque chose qui sera adopté par une majorité des gens, ça restera quelque chose de très niche, comme c'est aujourd'hui? Moi, je pense que la plupart des gens se rendront pas compte qu'ils utiliseront la DeFi. Pour moi, c'est avant tout une technologie de back-end. C'est un peu comme des serveurs ou je sais pas. C'est vraiment un truc qui est en fond et qui vient fluidifier énormément le système financier. Et après, ça permettra des nouveaux cas d'usage qui, eux, seront visibles pour les consommateurs, mais je pense qu'on les voit pas tous encore. Après, je pense que pour la majorité des utilisateurs, ça se limitera à des swaps. Et quand on va progresser un peu plus loin dans la DeFi, par exemple les lending, le borrowing et tout ça, je pense que ça sera quand même réservé à des personnes qui ont déjà des connaissances de base dans la finance, parce que c'est pas forcément, pour un débutant, c'est pas forcément facile à comprendre. Donc, je pense qu'on va rester sur quelque chose de base. Et comme tu dis, ça va rester quelque chose dont les gens ne se rendront pas compte sur le moment. Mais oui, faire déjà un swap, c'est déjà le début de la DeFi. Puis peut-être aussi, désolé, ce que tu as dit m'a fait revenir un truc. Je pense aussi qu'on va avoir une financiarisation beaucoup plus importante de nos vies, quoi. On va pouvoir mettre beaucoup plus, on va pouvoir créer des produits financiers sur beaucoup plus de choses. On aura chacun notre propre même coin qui est associé à notre personne. Je sais pas, peut-être, mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de financiarisation de la vie, quoi. Moi, je pense que la DeFi telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est un peu ce qu'Internet est au Minitel. Je pense que la DeFi, c'est un peu le monde de la finance qu'on connaît d'aujourd'hui, V2, amélioré. On va connaître une DeFi un peu plus sage dans les prochaines années de par la régulation, parce que sinon on ne pourra plus retourner en économie réelle et on sera bloqué dans un écosystème où on ne pourra plus sortir comme on le veut. Donc je pense que la DeFi telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est que le digne héritier de la finance traditionnelle, et on va dans ce sens-là avec l'institutionnalisation de la DeFi sur une part. Mais je pense qu'on va garder une frange de DeFi,
on va dire, un peu pirate qui va innover et dont on va devoir garder pour pouvoir innover. Donc voilà, je pense qu'on va arriver à une croisée des chemins où on va avoir une DeFi un peu plus sage, où la finance traditionnelle et le monde crypto va se rejoindre pour créer un monde un peu sage, un peu régulé, propre, qui va servir d'infrastructure à la finance de demain, puisque la finance telle qu'on la connaît aujourd'hui ne marche plus, n'est plus adaptée à notre échelle globalisée telle qu'on peut la vivre, au quotidien. Et après, on aura un deuxième axe de pirates qui continueront à innover et dont nous, acteurs de l'écosystème aujourd'hui, on continue à se battre pour que ça existe, parce que sinon, on va se retrouver dans les mêmes travers que la finance traditionnelle, coincée dans une époque avec des technologies qui ont 30 ans, et des codes et des actes qui ont 30 ans, et où la liquidité reste coincée entre un certain nombre de personnes, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à la base, notre monde existe pour avoir une approche un peu différenciante, redonner un peu de pouvoir et de liberté à tout un chacun, et redonner les mêmes égalités des chances vis-à-vis du monde de la finance à tout un chacun. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver cette équation et cette équipe dans les prochaines années, sage d'un côté, mais pirate de l'autre. Et si on tient le bon bout, on y est, on va y aller. Moi, je vais vous faire une réponse très financière parce que je suis un chasseur d'opportunités. Je pense qu'il faut s'intéresser à ce que tu disais avec lending borrowing parce qu'on a eu cette narrative entre, on va dire, 2017 pour les plus early et 2021 avec les swaps. On se souvient tous de tous ceux qui ont touché 15 000 balles sur Paraswap pour avoir fait 3 fois des échanges. Tu l'as eu aussi. Et on va avoir la même chose avec le lending et borrowing. Donc pour les 2 à 3 prochaines années, moi ça va être mon focus. Je pense que les rendements vont être débiles parce que les incentives sont énormes. On a besoin d'avoir de l'attraction, on a besoin d'avoir de l'activité. Et pour ça, les acteurs sont prêts à payer très cher pour être le premier. Et du coup, on va en profiter. On l'a vu avec Hyperliquid. Et il faut aller du coup plus loin que le swap si on veut arriver à trouver des rendements. Alors après, faites attention, ça demande quand même des connaissances, ça prend un peu de temps, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais vous avez de la chance, moi qui viens de la finance traditionnelle, où il y a très peu de contenu de qualité et énormément de scams, sur la crypto, je trouve qu'en tout cas, si on va chercher sur YouTube ou des sites normaux, allez pas sur des choses très alambiquées, globalement, l'éducation, elle est de qualité et vous avez des choses suffisantes pour commencer et après aller lire les white papers. C'est pas très compliqué, hein, les white papers. On pourrait parler d'Elixir, d'USR et tout ça. En vrai, pour un novice, ça prendra peut-être une journée. Et à force de les lire, allez, en 15-20 minutes, c'est fait, quoi. Donc, prenez cette curiosité et les rendements seront en rendez-vous pour les 2 à 3 prochaines années. Très bien. Alors, on va peut-être passer aux questions. Et à la toute fin, vous pourrez replug toutes vos entreprises, comment on peut vous soutenir, comment on peut vous découvrir. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a un micro normalement qui circule. D'accord, ok, super, merci. Merci beaucoup. Petite question, enfin deux. Vous avez beaucoup parlé de Solana. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau de tout ce qui est vérification des réseaux, des possibilités de stacking sur cet écosystème-là. Et deuxième question, j'ai fait, la semaine dernière, j'ai fait peut-être l'erreur d'aller naviguer sur un site qui s'appelle DexScreener. Ça fait 10 ans que je mesure mes risques. Je ne m'étais jamais fait hacker, j'avais tout de suite choisi les bonnes plateformes. Et voilà, comment c'est possible qu'un site qui génère autant de trafic puisse faire des scams de cette envergure? Voilà, c'est ça mes questions. Tu commençais par Solana, je répondrai pour DexScreener. Oui, après, sur Solana, vous me demandiez s'il y a des possibilités de stacking, c'est ça? D'accord. Oui, sur Solana, il y a du stacking. Et même à l'intérieur des diables de Solana, il y a des systèmes qui ressemblent un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, où vous pouvez stacker certaines cryptos, notamment sur Jupiter. Et vous devenez holder du JUP, par exemple, c'est un exemple. Et vous êtes récompensé en fonction des performances de la plateforme. Ouais. Et pour DexScreener, pour répondre assez facilement, DexScreener, ils prennent un listing fee. Lorsqu'il y a un token qui sort, ça veut dire que les tokens qui vont se lister sur DexScreener, ils vont payer DexScreener pour juste qu'ils affichent leur chart. DexScreener, ce n'est pas eux qui lancent les tokens. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'offrent la possibilité de voir leur évolution. Eux, ça leur génère énormément d'argent. Donc, ils ont tout intérêt à avoir un maximum de tickers et de crypto-monnaies qui sont listés sur le site. Et donc, forcément, ils ne vont pas arrêter ça aujourd'hui. C'est un site qui est utile pour beaucoup de traders. C'est un site qui est utile pour voir
les évolutions des meme coins notamment, ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, ils continueront à le faire, et même si un token c'est un scam, en soi, c'est pas eux qui le lancent, c'est pas eux qui prennent l'argent, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils montrent la charte. Et ils complètent avec des outils pour te permettre de vérifier que justement si c'est un scam, un honeypot ou autre, sur le côté gauche, si c'est bien le côté gauche de mémoire, peut-être à droite, bon, je sais plus, sur un des côtés, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de faire une espèce de petite due deal rapide qui coche un certain nombre de critères sur la liquidité, sur qui détient la majorité des fonds, si c'est un scam, etc. Donc voilà, c'est un outil et il faut mener sa propre analyse de l'ensemble des investissements dans lesquels vous allez tenter. Ouais, d'ailleurs, pour les outils, je vous conseille Rockcheck, d'aller sur Bubble Maps aussi. Et en soi, aussi, regardez sur Twitter et faites attention aussi à ce qu'on vous chill, peu importe que ce soit les influx ou pas. Faites des vérifications de base avant quand même d'acheter n'importe quel memecoin, memecoin, shitcoin ou autre. Mais si vous pouvez utiliser des outils comme Rockcheck, je vous le conseille vraiment. Ça va vous faciliter la vie, ça va vous éviter de tomber sur des scams ou de vous faire rug. Et pour tout ce qui est écosystème EVM, personnellement, j'utilise WalletGuard, qui en fait va, dans un premier temps, vérifier le contrat et va te dire est-ce que le contrat est malicieux ou pas. Et ensuite, combiner ça avec Rabi, qui va faire une deuxième vérification et où tu vas devoir cliquer sur ignorer les alertes si tu veux vraiment passer ta transaction. Donc, tu as un double check. Et si en plus de ça, tu rajoutes ta ledger, là, normalement c'est bon. Mais pareil, il faut faire attention aussi sur lequel vous allez. Et typiquement, on a eu un cas cette semaine, hier ou avant-hier, il y a un gars qui m'a tagué, il m'a dit je me suis fait siphonner de NFT. Je vois qu'en fait, quand tu retraces les fonds, il est connecté à un gars qui a siphonné énormément de wallets. Et il a dit j'ai été sur un mauvais site d'airdrop et j'ai signé une transaction. Et en fait, il y a beaucoup de cas comme ça. Il change une lettre, il change le .com en .io par exemple. Et il y a énormément de scams comme ça, donc il faut faire gaffe. Et c'est pour ça que les deux outils-là sont utiles en général dans la crypto, au-delà de voir si le même coin est valide ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est mon conseil. Et peut-être du coup, en attendant la prochaine question, pour vous orienter sur quel protocole aller, quelle blockchain par rapport au lending dont on parlait, je pense que si vous avez moins de 5 000 € à placer, Solana et Base vont être parfaits. Mais les rendements sont un peu moins bons parce que vous avez tellement de gens qui peuvent placer pour des frais qui sont tout petits. Du coup, il y a énormément de concurrence et ça a tendance à faire baisser les rendements. Au-dessus de 5 000 €, ça commence à être plus intéressant d'aller sur Ethereum parce qu'on peut couvrir les frais de gaz. Et comme du coup, il n'y a pas tous les petits acteurs qui viennent pour prêter, les petits acteurs sont là que pour prêter, ils n'empruntent jamais. Donc ça fait une concurrence qui n'est pas là. Et en plus, il y a des opportunités d'arbitrage qui sont un petit peu plus difficiles à faire, puisque avec le gaz, ça limite les arbitrages qu'on peut faire en permanence parce que ça peut vite coûter cher. Je suis pas forcément d'accord sur le fait que personne n'emprunte, mais bon, ça c'est... Non, mais je parle sur les petits porteurs, il n'y a personne qui emprunte. Ah oui. Sur les gros, bien sûr, c'est pareil, mais tu as une concurrence qui est plus grande au niveau des prêteurs sur les protocoles où tu as peu de gas fees. Et du coup, là où tu as plus de gas fees, tu as une concurrence qui est moins grande. Ouais. Alors oui. que sur les emprunteurs, c'est toujours les mêmes acteurs. Oui. En tout cas, ceux qui font bouger les taux. Ouais. Et la deuxième question. Merci pour l'échange. Une petite question pour avoir votre expertise sur les agents autonomes et la finance par rapport à la DeFi. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez des choses des chaînes qui arrivent sympas? Pas juste des agents autonomes qui font du Twitter. On en a parlé ce matin dans l'appart, et il y a une innovation en 2024 qui passait un peu inaperçue. Ça s'appelle les intent trade. En fait, ça permet de placer un ordre d'achat ou de vente directement sur la blockchain qui va être exécuté par des market makers ou des grosses whales ou des personnes qui ont des algorithmes au meilleur prix pour l'acheteur. Ça veut dire que tu vas avoir en fait ton trade qui va être exécuté à un prix généralement plus avantageux pour toi. Par exemple, l'un des protocoles qui fait ça aujourd'hui, c'est CoWSwap ou Bebop, B-E-B-O-P. Et CoWSwap, c'est C-O-W swap. Et en fait, c'est aussi l'une des choses que l'IA pourrait faire. Ça veut dire que l'IA pourrait avoir un accès à des API des différents protocoles, que ce soit des acteurs centralisés, décentralisés ou autres, faire son propre choix et se dire « Ok, c'est plus avantageux de faire ça ». Mais en fait, aujourd'hui, les algorithmes des intents le font déjà. Je pense que
on va avoir de plus en plus d'agents IA interagir de plus en plus avec la DeFi sur le long terme. Mais aujourd'hui, je pense qu'on s'ouvre aussi à énormément d'erreurs qui peuvent être faites par ces agents parce qu'ils ne sont pas du tout parfaits. Donc je pense que sur le long terme, oui, c'est intéressant. Je pense que les premiers qui vont arriver sur ce segment-là vont être ceux qui vont être le plus valorisés. Mais aujourd'hui, moi, je pense que les intent trades, c'est mieux qu'un agent IA qui exécute le trade, personnellement. Et il y a une question là-bas, tout au fond. Ça va être la dernière. Yes, merci pour votre intervention. Du coup, ma question, c'était, vous parliez de faire des incentives pour ramener la liquidité en DeFi, mais comment est-ce que vous voyez la DeFi en bear market? Parce que justement, en bear market, la liquidité quitte le marché. Alors, ce qu'on a vu dans le dernier bear market, typiquement, c'est que on a onboardé pas mal le produit TradFi, en fait. Donc, typiquement, des bons du trésor, ce qu'on appelle des RWA, donc Real World Assets, des bons du trésor américains, par exemple. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'avantage de la DeFi, c'est que tu as moins d'intermédiaires qu'en finance traditionnelle, donc c'est-à-dire moins de gens à rémunérer. Et puis, en fait, le minimum que tu peux avoir, globalement, du coup, c'est ces produits TradFi. Donc, à la fin, normalement, c'est net positif, quoi. Je pense que peut-être qu'on peut aller chercher, ce qui marche assez bien en bear market, c'est que, à défaut d'avoir de la liquidité, on a quand même du coup beaucoup de volatilité. Et sur ça, je parlais d'Elixir tout à l'heure, c'est un protocole qui va aller chercher ce qu'on appelle les funding fees. Je vous laisserai regarder sur la littérature, mais globalement, c'est pour ajuster le prix entre le cash et le futur. Et ça marche très 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 bien. Alors, on va utiliser la DeFi. Comme Ethena, semblable à Ethena. C'est dans le même style. On va aller chercher via de la DeFi pour aller rechercher les rendements sur la CeFi. Donc c'est un peu complexe si vous êtes tout nouveau, mais notez les keywords que je vous ai donnés et très facile. En 5 minutes sur Google, vous saurez maîtriser ces notions. Et au-delà de ça, il y a un autre point, c'est que le marché s'adapte aussi. Et il y a toujours du rendement dans le marché crypto. Et donc en fait, si jamais ça t'intéresse, tu peux aller dans l'onglet Yields de DeFi Lama et ça te donnera les yields sur les différents protocoles. Tu as pas mal de protocoles aussi qui ont des stratégies. Je pense notamment à Fluid, qui adapte la stratégie en fonction des différents volts et en fonction du marché aussi, qui va aller te farmer les airdrops pour toi, qui va te permettre de placer la liquidité là où c'est le plus avantageux, et te disent la blockchain, le protocole, etc. Et en fait, que ça soit en bear market ou en bull market, dans tous les cas, le marché s'adapte et il y a énormément d'opportunités à aller chercher ailleurs. Et typiquement, si on parle d'un bear market et que, par exemple, tu décides d'acheter de la crypto-monnaie et que tu es persuadé qu'on a touché le bottom, tu mets ta crypto-monnaie en collatéral, tu empruntes des dollars pour faire de l'effet de levier et tu rachètes de la crypto avec ça, les taux d'intérêt vont être très minimum bear market. Contrairement au bull market où, par exemple, actuellement, on est à 12% sur AAV sur du stablecoin. En bear market, on était aux alentours de 4-5%. Et donc là, à ce moment-là, les gens sont tournés vers les RWA. Et notamment, c'est comme ça que le DAI a explosé, le taux de DAI staké, parce que tout simplement, c'était les intérêts qui étaient supérieurs aux intérêts de la finance décentralisée et des produits un peu plus crypto-natifs, on va dire. Et je pense qu'il y a un point qu'il faut voir, c'est que on dit, une fois qu'on repasse en bear market, la liquidité sort du marché. Oui, c'est l'évidence, la valeur globale du marché crypto descend. Par contre, ceux qui restent, il y a moins de monde qui reste, mais il y a toujours un besoin de liquidité pour X ou Y raison. Donc les protocoles de DeFi continuent à rémunérer puisqu'il y a toujours un besoin de liquidité. Il y a moins d'acteurs qui prêtent. Donc à un moment, ça s'équilibre. Donc comme on disait, le marché s'adapte. Et là où en bull market, beaucoup d'acteurs vont sur du trading actif, des positions pour maximiser leur rendement. En bear market, d'autres accumulent et vont sur de la DeFi, vont sur du staking natif pour créer du rendement et préparer le prochain cycle. Donc comme on le disait tout à l'heure, le marché s'adapte et c'est une vase communicante de liquidité entre des phases actives ou des phases passives. Et donc la bear market est plus une phase passive où la DeFi a son sens pour un certain nombre d'acteurs, où le staking natif a son sens pour un certain nombre d'acteurs. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une vase communicante entre les différents cycles, mais c'est pas parce que la liquidité globale ça me nuise, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sortent du marché, notamment les institutionnels sur ces phases-là, que les opportunités DeFi disparaissent complètement. Merci déjà pour cette table ronde. C'était cool parce qu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue et on vient tous des univers un peu différents, on va dire, mais
Mais c'est important aussi d'avoir ce genre de discussion parce que je trouve que c'est en ayant ce genre de discussion qu'on trouve des solutions et qu'on arrive à un peu mieux appréhender ce secteur. Pour finir, parce que je sais que c'est la fin, est-ce que vous pouvez juste dire où on peut vous suivre, comment on peut vous soutenir? Et voilà, on finira là-dessus. Je commence. Ok. Alors, vous pouvez nous suivre sur Discord, c'est CryptoLFDM. On est une petite communauté d'entraide sur la DeFi et sur les NFT. Alors, on est principalement sur Solana, mais on fait aussi tout ce qui est EVM, comme par exemple prochainement BRHN, si vous connaissez, les SVM aussi, comme Eclipse, et on essaye de farmer un peu les airdrops aussi. Mais sachez que si vous avez un niveau vraiment très débutant, quoi qu'il arrive, on vous accompagnera et on vous aidera. Donc, il n'y a aucun souci, tout le monde est le bienvenu. Déjà, je veux vous dire merci parce que c'est un sujet qui est compliqué et merci à mes collègues du jour parce que c'est un sujet compliqué. J'espère qu'on a perdu pas tout le monde, qu'on a réussi à vous tenir jusqu'au bout. Donc Meria.com, on a une partie académie où on essaye de sensibiliser un certain nombre d'acteurs avec plusieurs niveaux de lecture, tant les crypto curieux que les crypto experts. On a sorti un guide des bonnes résolutions et des bonnes pratiques crypto qui est aussi à 2 niveaux de lecture, tant pour les néophytes que pour les experts. Et après, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Donc oui, un mot sur la formation. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Certes, on aura plus d'expérience que vous et on aura plein d'anecdotes à vous raconter, mais le marché change tellement qu'en fait, on va connaître plein de trucs, puis plein de trucs qui servent à rien tout d'un coup, et on a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est jamais trop tard pour apprendre. On est en 2025, il va y avoir encore de nouvelles choses. Nous, on est encore en train d'apprendre tous les jours. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas besoin d'être là depuis 10 ans pour comprendre le marché tel qu'il est. Vous pouvez me suivre du coup, Benjamin Mauger, M-A-U-G-E-R sur LinkedIn. N'hésitez pas à envoyer un message. Et puis, si vous avez des petites questions après, je vous aiderai pour vous trouver quels sont les meilleurs acteurs pour se former rapidement. Et après, le mieux, c'est reprenez les notions. Moi, j'aime bien un peu vous pousser à aller chercher un peu plus loin. Parce que si vous apprenez pas par vous-même, faites pas de la crypto, allez voir votre banquier et ce sera la même chose en fait. Ça n'aura pas de sens. Le but, c'est de s'émanciper de ça. Et donc, il faut un peu se bouger le cul. Voilà. Et donc, nous, chez Swap, on fait pas de formation et tout ça. Donc, je sais pas si ça a autant d'intérêt de nous suivre. Mais si vous voulez nous suivre, c'est soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, Swap, SWAP. Voilà. Et si vous voulez regarder ce qu'on fait avec Oak Research, c'est oakresearch.io. On fait des rapports, on fait des trucs cool et on vient de sortir un dossier de fin d'année. Merci à vous. Et puis, là, on va vous parler des NFT à la prochaine table ronde avec un autre cofondateur de Oak Research et les incroyables intervenants. Merci.